Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en direct pour une demi-heure pour de bons conseils pratiques, des découvertes et de bonnes adresses. Bonjour Laurent Schmoll. Bonjour Astrid. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. Vous êtes le président de l'ESGA, une association qui organise la Biennale du Verre, 5e édition, jusqu'au 30 novembre. Une cinquantaine d'artistes exposera à travers 18 lieux en Alsace, mais aussi en Lorraine, des plasticiens, des designers qui ont planché sur un thème, celui de la réflexion. Il réfléchit sans doute beaucoup. C'est Éric Charton, notre jardinier. Bonjour Éric. Bonjour. Alors avec vous, chaque mois, nous apprenons à redessiner un peu notre jardin. Aujourd'hui, comment se faire un joli jardin rocailleux, mode d'emploi, dans quelques instants. Et puis, comme tous les jours, nous partons sur les routes d'Alsace. Aujourd'hui, direction Turckheim, où Alexandra Bucur nous attend pour nous dévoiler quelques bonnes adresses. Bonjour Alexandra. Bonjour Astrid, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes à Turckheim, petite commune à côté de Colmar, réputée pour son vignoble et ses très bonnes caves. Mais nous ne parlerons pas de vin. Aujourd'hui, je vous donne mes bonnes adresses. On ira chez Mathilde qui dorlote vos petits pieds et puis chez Fonchon qui va vous apprendre à vous servir de vos deux mains. Si, c'est possible. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Vendredi prochain s'ouvre la 5e édition de la Biennale du Verre. C'est le rendez-vous européen des amateurs et collectionneurs d'art contemporain pour ce qu'on appelle le médium verre. Laurent Schmoll, cette idée de Biennale, elle est née dans votre cerveau il y a quelques années maintenant. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de vous intéresser comme ça à cette matière si particulière ? Effectivement, la matière est particulière, elle est très chatoyante, elle a beaucoup de visibilité, de volupté, et beaucoup de public, quand ils voient les expositions, les œuvres, sont très attirés par le verre. Et puis, c'est une région, l'Alsace et puis la Lorraine, sont des régions de terre verrière, donc c'était l'endroit où nous pouvions installer la Biennale. Et historiquement, les gentilshommes verriers étaient installés en Alsace-Lorraine depuis le 15e, 16e siècle. Voilà, c'est vrai que le pari était osé quand même, hein, de créer comme ça un rendez-vous pour l'art verrier spécifique. Alors c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est dans les canons actuels. On choisit beaucoup plus d'autres matériaux. Aujourd'hui, dans l'art contemporain, la vidéo a plus le vent en poupe. Mais c'est vrai que pour nous, l'intérêt, c'était d'ouvrir une visibilité sur des artistes qui n'ont pas actuellement une bonne visibilité en matière d'art contemporain. Le verre n'est pas considéré comme un matériau noble. C'est une sculpture, mais c'est pas un matériau noble. Malheureusement, le verre et la céramique sont considérés comme des arts mineurs. Et donc nous avons voulu donner une certaine lettre de noblesse à ces arts. Alors on voit défiler sur nos écrans donc des œuvres qui sont actuellement visibles à la cour Beuclin de Bischheim. L'espace, vous l'avez ouvert à un artiste qui s'appelle Thomas Perraudin. Absolument, c'est l'artiste qui est installé actuellement à Colmar et qui, pour la cour des Beuclins, a créé in situ, enfin des œuvres qu'il a adaptées au lieu, puisque c'est un lieu historique et c'est un lieu qui fait référence aussi d'ailleurs au judaïsme, puisque il existe un bain rituel au sous-sol et dans une partie de ses œuvres, et d'ailleurs celle que vous avez montrée avec quelques secondes, il y a de l'eau qu'il a recueillie au mikvé, donc dans ce bain rituel. Ouais, absolument. Et il a gravé sur ces pièces, gravure qu'on ne voit qu'à travers l'eau, quelques plans d'anciens mikvés dont il a retrouvé les plans sur Internet, en fait, des plans de mikvés français. Ce sont des artistes qui travaillent le verre, ce sont des artistes rares. Ils arrivent à vivre de leur art ? Alors certains arrivent très bien, mais c'est que quelques vedettes. La plupart ont beaucoup de mal aujourd'hui parce que soit on n'arrive pas à se faire exposer, donc on n'arrive pas à se vendre, soit on est exposé dans quelques galeries de verre spécialisées et c'est compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de galeries de verre spécialisées, et particulièrement d'ailleurs en Alsace. Vous parlez de magiciens, des magiciens, je lisais, qui transforment la silice en œuvre d'art. Oui, parce que oui, tout à fait. Ce sont en fait, c'est du sable, de silice, et en chauffant le sable, ça devient une matière fluide et puis qu'on peut faire durcir en refroidissant et à laquelle on donne, soit en soufflant, soit en utilisant la pâte de verre, soit des matières soufflées, encore une fois, ou des pièces plus structurées. Alors, l'artiste que l'on voit en ce moment à l'antenne, c'est Arnaud Vasseux qui expose à la Chaufferie. Les Arts Déco de Strasbourg, la Chaufferie qui est une des salles des Arts Déco de Strasbourg. C'est d'ailleurs une spécificité de cette école, c'est qu'elle accueille un atelier spécifique verre.
Absolument. C'est même la seule école d'art plastique en France qui est un atelier verre, qui est une persistance de la période Bauhaus où il y avait des ateliers de ferronnerie, de verre, etc. Et donc l'école des arts décoratifs de Strasbourg, la IR, persiste dans cette orientation et continue d'avoir un atelier verre et attire d'ailleurs beaucoup de plasticiens qui veulent se former aujourd'hui aux matières vertes. Et des Coréens en particulier viennent pour cet atelier puisqu'il y a un jumelage avec Séoul. Et Arnaud Vasseux donc expose, lui il est né à Lyon mais il travaille à Marseille et il expose à la Chaufferie. Voilà, la Biennale du verre à partir du 18 octobre et jusqu'au 30 novembre. Donc vous avez vraiment de quoi aller visiter ces 18 expositions qui sont toutes en accès libre. Pratiquement toutes, c'est important de le dire. Toutes, sauf le musée Lalique qui est un musée. Toutes sauf au musée Lalique, mais on en reparlera dans quelques instants. Auparavant, on vous emmène maintenant du côté de Turckheim, pas très loin de Colmar. Vous connaissez ce charmant petit village. Alexandra Bucure y a posé aujourd'hui ses valises et elle nous emmène à la découverte de Mathilde et dans son atelier de création, on y fait des chaussures. Alors vous le savez Astrid, en matière de chaussures, il faut souvent choisir entre style et confort. Et bien ici à Turckheim, nous avons peut-être trouvé la solution chez Mathilde. Bonjour Mathilde. Bonjour. Vous êtes créatrice de souliers, sacs et cabas, tout ça en cuir. Oui. Alors expliquez-nous un petit peu pourquoi vos chaussures sont-elles confortables? Alors mes chaussures, je les conçois comme des gants pour les pieds. Donc elles prennent la forme des pieds et puis donc c'est comme si on était pieds nus, sauf qu'on est chaussés. Voilà. Alors là, vous êtes en train de travailler justement donc, là, sur un modèle. je suis en train de coudre une petite paire de chaussures. Voilà. Vous travaillez toujours sur du cuir très souple. Quel genre de cuir? Alors je travaille les cuirs à chaussures, en fait la vachette et le chevreau en général. Voilà. Combien d'heures de travail? Pour une paire, entre 2 et 3 heures, disons, selon les modèles. Regardez un petit peu. C'est tout souple, ça c'est important pour vous, hein, la souplesse. Oui. Mais alors comment on fait pour laisser la liberté au pied. Donc vraiment, voilà. Alors, un pied libre, c'est important. Hein. C'est important, mais il faut qu'il soit quand même maintenu. Qui est le rôle de chaussant, hein, pour pas que qu'on soit vraiment trop. On va passer à l'assemblage. Voilà, c'est ça. Donc Qui là, se on a trouve cousu une partie. Par ici. Alors Mathilde, expliquez-nous, vous venez pas du tout du milieu de la chaussure à l'origine, hein? Non, alors moi je viens du milieu de la danse. De la danse. Donc j'étais danseuse chorégraphe pendant 15 ans, voilà. J'ai voyagé partout dans le monde. Et ensuite, j'ai eu envie de changer de vie et de faire des chaussures. Voilà. Mais j'imagine quand on est danseuse, ça vient aussi de là. Vous avez jamais trouvé chaussures à votre pied, c'est ça ou... Oui, enfin, je suis difficile en chaussures, ça c'est sûr. Mais justement, j'avais envie de créer des modèles pour moi et puis après d'en faire profiter aux autres. Donc voilà, là, je prépare l'assemblage. Est-ce que le fait justement d'être danseuse, est-ce que ça inspire pas un petit peu vos créations? Si, en fait, toutes mes créations sont inspirées par le mouvement. Voilà, ça c'est vraiment le thème de ma recherche, que le corps, que ce soit pour les sacs et les chaussures, que les pièces puissent vivre en fait sur le corps des gens qui les portent. Et en termes d'esthétisme, quel est votre style? Comment on pourrait décrire vos chaussures? Alors c'est assez urbain, voilà, c'est les chaussures de ville, c'est la mode urbaine, mais le style c'est très très souple et bon, quand même inspiré par la danse. Merci beaucoup, voilà. Mathilde. Alors maintenant qu'on a trouvé les chaussures à notre pied, on va voir ce qu'on va faire de nos petites mains. À tout à l'heure. Eh ben, avec des petites mains, on peut jardiner, par exemple. Alors, pour jardiner, il vaut mieux des bottes, hein, je pense en ce moment, Oui, avec Charton. ou savates aux pieds. Ou savates aux pieds. Oui. Même en ce moment. Oui, pourquoi avec pas. la terre un peu boueuse. Oui, on peut y aller. Hein. L'argile fait toujours du bien. Alors, si vous êtes un habitué d'Alsace Matin, Éric Charton est notre jardinier attitré. Chaque mois, vous venez avec quelques bons conseils pour changer un petit peu notre jardin. Aujourd'hui, on s'est dit, pourquoi pas aller vers un jardin rocailleux. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un jardin rocailleux? Un jardin rocailleux, comme le nom l'indique, c'est une rocaille faite avec des plantes, je dirais, grasses ou des plantes de rocaille, comme le nom l'indique. On connaît tous les sédums, on connaît tous l'aubriacea et autres. Donc vous dites tous, je ne suis pas sûr que Laurent Schmoll, par exemple, ou moi-même, nous connaissions. Hein.
Donc vous avez le droit de dire non. Hein. Non, vous pas avez le tellement. droit. Merci, ça me soutient en même temps. Non, mais les c'est bien. sédums, on les connaît tous. Donc, Les sédums, oui, mais après ce que vous avez dit, c'était un peu compliqué. oui. D'ailleurs, ça se mange, hein, le sédum, en salade. Donc, Parfait, ça on fera une chronique cuisine une autre fois. Quels sont les avantages de ces jardins rocailleux? Alors le jardin rocailleux, l'intérêt c'est qu'on peut utiliser les pentes du jardin. Souvent c'est des endroits qui sont très compliqués à cultiver. Même une pelouse, tondre une pelouse en pente c'est compliqué, l'aménagement est plus compliqué. Donc la rocaille va permettre justement de créer des paliers et ça va permettre de faire un environnement tout à fait agréable avec des pierres, avec des floraisons et en sachant que la rocaille on peut fleurir du printemps jusqu'à aujourd'hui. Pour concevoir sa rocaille, on a besoin de quoi? Parce que ça veut dire qu'il faut compenser la pente, si je comprends bien. Voilà, c'est ça. Donc on a besoin déjà on ne dépense pas. Donc on récupère souvent des cailloux. On peut même à travers même des briques, on peut utiliser plein de choses, des tuiles, on peut utiliser plein de choses. Et surtout les plantes, c'est des plantes. On achète quelques godets. Ou le mieux encore en ce moment, c'est d'échanger chez les amis des plantes. Donc et ça, on vous aimez peut- bien le troc de plantes. Ah, le vous. troc de plantes, c'est idéal parce qu'au moins on sait ce qu'on va acheter et au moins ça reprend. Parce qu'il y a eu de l'âme derrière la plantation, donc forcément ça reprend. Alors, on peut aussi glisser quelques légumes parfois, non, dans une Oui, rocaille, on ou c'est peut- trop, ça prend trop de place? Non, pas du tout. On peut choisir justement pour mettre du volume. On peut par exemple prendre des blettes colorées, rouges, jaunes, différentes blettes. On peut mettre même des choux frisés. Souvent on les jette, mais en réalité ils sont comestibles, hein, donc ça c'est assez intéressant. Et puis on peut mettre aussi des géraniums sauvages, enfin vraiment des plantes sauvages dans la rocaille, quoi. C'est un petit jardin qui s'entretient facilement? Je dirais, comme tous les jardins, il faut être là tous les jours, mais très peu de temps. Alors, un jardin, ça se regarde plus que ça ne se cultive, mais justement, plus on va le regarder, plus justement on va trouver la petite aberration, le petit moment où il y a une invasion de pucerons et autres, mais en principe, la rocaille, ça ne se traite pas de pesticides, rien, c'est vraiment très facile. Vous nous parliez tout à l'heure de sédum, donc c'est cette petite plante Oui, grasse qui oui. fleurit un peu rose. Oui, enfin différentes sortes. Hein, il y a Alors des qu'est-ce qu'on peut centaines. mettre d'autre justement comme autre type de plant, puisqu'en ce moment Bah, c'est la période des plantations? En ce moment, il y a beaucoup de choses, c'est tout ce qui est corbeille d'or, corbeille d'argent, tout ce qui est aussi... Ça va fleurir au printemps, ça va Voilà, être c'est les premières ça. Là, fleurs ça du va faire printemps, c'est ça qui est joli. justement vraiment des nuages de couleurs dans votre rocaille. Et puis vraiment toutes les plantes type artichaut. Enfin, voilà, ça c'est vraiment les grands classiques. Et puis toute la grande collection je dirais, de tout ce qui est géranium vivace. Alors là, il y en a des centaines, même qui sentent des fois le chocolat, des fois d'autres. Qui sentent le chocolat? Oui, ça fait pas C'est quand grossir. on frotte un petit peu la Voilà, feuille, c'est ça sent le chocolat. Voilà, ouais. Bon, tous les bons conseils d'Éric Charton sont évidemment à retrouver. Vous nous produisez chaque mois une fiche technique Voilà. très pédagogique avec les conseils pratiques, tout ce que vous venez d'entendre. Vous les retrouvez évidemment sur cette fiche que vous trouverez sur alsace.france3.fr. On va repartir du côté de Turckheim. Alexandra nous a fait découvrir tout à l'heure une jeune femme qui faisait des chaussures. Et bien maintenant, vous allez en trouver une autre qui fait aussi de très jolies choses avec ses deux mains. Donc tu vas en coller ici et puis tu vas retourner et tu vas placer sur ta charnière, la charnière de ton porte-document. Vous êtes peut-être comme moi, vous avez deux mains gauches, mais ce n'est pas grave parce qu'on peut en faire quelque chose. Nous sommes à l'atelier Création Fanchon à Turckheim et je vais essayer de faire un petit carnet comme celui-ci. Fanchon, j'ai besoin de vous. Alors dites-moi comment on fait. C'est la première fois pour moi. Hein. Ah ben oui, je sais. Alors, on va simplement, là, on va faire un petit carnet, on va vous mettre une charnière, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc, vous allez simplement mettre de la colle ici et venir encoller le dos de votre carnet sur cette charnière. Et du coup, on ensuite, peut faire des petites choses on peut faire ça, personnalisées. c'est de la reliure, c'est ce qu'on appelle les objets plats. Donc après, on pourrait personnaliser, même mettre le nom de quelqu'un ou rajouter une petite fantaisie sur ce carnet si vous aviez envie. Alors Fanchon, l'atelier ici, c'est votre idée. Ça fait plusieurs années maintenant, 5-6 ans, c'est ça? Plus que ça fait une dizaine d'années en fait que j'ai l'atelier, oui. Alors pourquoi avoir voulu créer cet atelier avec ces dames j'ai toujours été très manuelle. J'ai travaillé à Paris dans un atelier d'impression sur tissu. Et ensuite, quand je suis arrivée en Alsace, j'ai travaillé pour une société qui m'a demandé de leur fabriquer des boîtes et des abat-jours sur lesquels je mettais beaucoup de pochoirs. En fait, je faisais de l'impression de pochoirs. Et tout ce savoir-faire que j'avais accumulé au fur et à mesure des années, j'ai envie de le partager avec d'autres personnes parce que voilà, j'aime beaucoup ça.
Et j'aime beaucoup la décoration, j'aime beaucoup les jolies matières, les beaux tissus, les papiers. Et donc c'est vrai que quand on gaine des boîtes, on utilise de très beaux tissus ou papiers et c'est un travail qui est extrêmement agréable. Et ce qui est génial aussi, c'est que c'est des pièces uniques en fait, c'est ça? Voilà, et puis des pièces qui peuvent être aussi très utiles pour la maison, parce qu'on peut faire des boîtes pour les couverts, les boîtes à chapeaux c'est un petit peu moins en vogue, mais des boîtes à couverts, des boîtes à bijoux, des boîtes, enfin toutes sortes de boîtes. Hein. Je les imagine complètement, je crée des fiches et les personnes viennent ici suivre les ateliers pour apprendre à les réaliser. Alors justement, nous avons une passionnée juste ici, c'est Marguerite, bonjour. Bonjour. Alors vous, ça fait 6 ans à peu près. 6 ans, oui. Expliquez-nous pourquoi ce besoin de venir ici? C'est le besoin de créer, d'être en groupe aussi, d'avoir les conseils de Fanchon et puis de rentrer en ayant des boîtes, beaucoup de déco ou des abat-jours, ou même de faire les rideaux. Et ça en jette, ça en met plein les yeux à vos invités. Absolument, et ça permet de faire les cadeaux, en fait. Voilà. Merci beaucoup Marguerite, et puis bon moi je retourne au travail, hein. Il faut bien travailler un moment. Hein. Alors, Donc là, on va prendre de la colle. D'accord, voilà. Et c'est là qu'on voit que l'Alsace est une véritable terre d'artistes, très fertile pour les artistes alsaciens. Laurent Schmoll est notre invité ce matin. C'est lui qui est à l'origine de la 5e édition de cette Biennale du Verre qui s'ouvre vendredi et jusqu'au 30 novembre. Quel est le public qui est attiré par ces expositions qui sont étalées entre l'Alsace et la Lorraine? J'allais dire tout le public, en fait, des amateurs. Le mot art contemporain verrier, ça ne fait pas peur? Non, je ne crois pas du tout. Je crois qu'effectivement, le grand public qui ne connaît rien ou à l'art contemporain ou au verre est le bienvenu, bien entendu, mais est souvent très intéressé de découvrir quelque chose qu'il ne connaît pas. Et les amateurs, j'allais dire, de toute l'Europe qui viennent et qui prennent l'avion, qui atterrissent dans les aéroports autour de chez nous pour venir voir effectivement les artistes que nous présentons, puisqu'il y a quand même beaucoup d'artistes. Il y a plus de 200 œuvres qui sont proposées. Donc il n'y a aucun besoin d'avoir des connaissances particulières pour venir, et d'autant que, comme on le disait avant, ces expositions sont pour la plupart tout à fait gratuites. Gratuites, et effectivement il faut se laisser se laisser émerveiller. Et être ouvert d'esprit. Avant de continuer à parler de verre, nous allons parler maintenant vieille poutre, puisque le village de Luther, qui se trouve dans l'extrême sud de l'Alsace, date au moins du XVe siècle. Preuve en est le grand nombre de maisons alsaciennes anciennes encore sur pied dans ce village. Un paradis pour les chercheurs, notamment ceux qui pratiquent la dendrochronologie. Cette science nécessite bien sûr quelques explications. Et c'est Pauline Lavoie et Juliette Rochet qui nous les donnent. Dis-moi de quel bois tu es faite, je te dirai quel âge tu as. C'est ça, la dendrochronologie. En analysant des échantillons de bois de cette vieille demeure alsacienne de Luther, ce chercheur allemand peut remonter jusqu'à l'origine de sa construction entre le 15e et le 16e siècle. Une fois que nous avons fait cette analyse, nous savons quand l'arbre a été abattu. Ensuite, il faut compter 1 an à peu près, jusqu'à la construction. C'est-à-dire abattage, plus 1 an, et vous avez l'âge de la maison. À Luther, des maisons comme celle-ci, il y en a 25, toutes préservées. Une concentration unique qui permet un travail de recherche inédit. Dater toutes les demeures d'ici fin 2014. À l'origine de ce projet, une association locale. Pour le savoir-faire scientifique, place à l'université de Cologne. De quoi donner à ces découvertes un plus grand retentissement, car il y a beaucoup à apprendre. Par exemple, à travers l'histoire des charpentes, on peut également reconstituer l'histoire des forêts. Les périodes où il y a eu beaucoup de forêts, moins de forêts, oui. Donc ça ouvre sur l'histoire écologique, ça ouvre sur l'histoire sociale. Voilà, comment les gens construisaient les uns par rapport aux autres, selon qu'ils étaient riches ou moins riches, quelles étaient les concurrences entre les gens. Voilà, donc il y a 1000 sujets qui ne sont pas simplement l'étude de la maison et sortir une date. Comment expliquer l'évidente richesse de Luther au XVIe siècle quand ce petit village semble maintenant perdu au fin fond de l'Alsace? Ça commence donc par quelques trous dans du bois. Voilà, et j'imagine qu'on ne date pas non plus une œuvre d'art en verre de la même manière, Laurent Schmoll. Effectivement, il faut éviter la percée. On évite la percée, je suppose. Pendant cette Biennale du Verre, donc beaucoup d'expositions gratuites, le musée Lalique forcément qui fait partie du chemin.
Oui, le musée Lalique participe à cette biennale avec des pièces qui ont été réalisées par un artiste verrier de Murano, mais qui a travaillé avec des grands artistes de l'époque, des années 60, 50, 60, 70. Le musée Lalique qui, voilà, l'approche des vacances de la Toussaint propose également de nombreux ateliers pour les enfants, des conférences, des visites. Et on vous incite fortement à aller vous renseigner sur le site internet de ce musée. On sait que dans le domaine de l'art verrier contemporain, la Tchécoslovaquie est un peu à la pointe. Comment se comporte l'Alsace ? Je dirais ils étaient à la pointe, d'ailleurs Murano aussi, oui, non, pas dépassé, mais disons que Murano c'était plus du verre et aujourd'hui ils sont un petit peu en retrait, on crée beaucoup moins qu'on ne crée à Murano. La Bohème, effectivement, la Tchécoslovaquie, en fait il y a une école tchèque et une école slovaque si on veut, et là aussi aujourd'hui il y avait des très grandes écoles de verre dans les années 60-70, aujourd'hui ils sont... Strasbourg est plutôt très bien positionné grâce à l'école des arts décoratifs de Strasbourg, l'AIR, et aujourd'hui... Non, l'Europe n'a rien à envier, enfin la France et l'Alsace n'ont rien à envier au reste de l'Europe en matière de création vert. Au cours de cette biennale, il y a bien sûr des expositions. On peut acheter aussi des œuvres ? Il est possible d'acheter des œuvres. La plupart des œuvres appartiennent aux artistes, donc ont été présentées pour la biennale et on peut les acheter effectivement directement aux artistes ou par notre intermédiaire. Sachant que beaucoup d'œuvres, et en particulier au barrage Vauban, où il y a beaucoup de grosses installations, il faut une grosse maison. Il faut une grosse maison. Mais ça peut intéresser des chefs d'entreprise, par exemple, pour un hall d'accueil. Absolument. Ça peut être et puis, il y a des pièces qui sont moins importantes, comme il y en aura en résonance, comme on peut les trouver dans plusieurs galeries qui participent. Non, il y a des pièces qui sont tout à fait achetables et pour aller mettre à la maison. Et recommandables, vous parlez de résonance, on rappelle juste les dates. Pour les bloquer tout de suite sur le calendrier, c'est du 8 au 11 novembre à Strasbourg. Absolument. Dernière question, Éric Charton. Le jardin au mois d'octobre, qu'est-ce qu'on fait? On commence à ranger ses outils ou surtout pas? Pas tout de suite. Manque de chance. L'année jardin commence quand les feuilles chutent. Donc 2014 va commencer. Donc ça va on va bientôt faire la fête. Parce que pour le jardinier, le jardin commence quand les feuilles chutent. Et là, qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Pour l'instant, on commence à retirer les légumes, on commence à les mettre en jauge, on commence encore à les transformer. Mais les feuilles arrivent, là je suis tout excité parce que l'année va recommencer. Il y en a qui voient les feuilles tomber avec horreur parce qu'il faut les ramasser et les balayer. Vous, ça vous gêne pas? Non, justement, il faut les laisser, c'est ça qui m'intéresse. Il faut mieux qu'ils jonchent le sol que les ramasser, quoi. Ça nourrit l'humus de compost. Non. Merci Éric Charton d'être passé nous voir. On se retrouvera au mois de novembre pour un nouveau jardin. Vous avez déjà une petite idée du jardin que vous allez nous aider à constituer? Oui, c'est le jardin des petits fruits. Le jardin des petits fruits. Petits fruits, en toute liberté. Bien sûr. Laurent Schmoll, la Biennale du Verre, tout le programme est à voir sur le site internet dédié à cette biennale, biennaleduverre.eu. Et puis on peut noter d'ores et déjà que la date du 26 octobre, on vous proposera une excursion proposée par le CEAC entre Ernolsheim-les-Savernes et Niederbronn et plusieurs lieux. Avec des visites sur toute la journée. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci à vous. Dans un instant, les informations régionales présentées par Sylvie Malal et on se retrouve quant à nous jeudi à 10h10. Bonne journée à vous sur France 3.